Donc Kurosawa est un des plus grands réalisateurs japonais de l'histoire. Il est né en 1910, mort en 98. Il représente à lui seul le XXe siècle. Il a tourné une trentaine de longs métrages et il est surtout connu pour ses films historiques sur l'histoire du Japon, les samouraïs et l'Empire. On connaît moins ses films plus contemporains, comme celui que vous venez de voir. Et en fait, il en a fait un très grand nombre. Il commence sa carrière dans les années 40, donc au moment où évidemment le pays subit de très grands bouleversements. Et toute cette question de l'identité japonaise va évidemment traverser son œuvre à travers à la fois un retour sur le passé, qu'est-ce qu'être un samouraï, qu'est-ce que l'Empire, et ce brutal changement de la société à travers la capitulation du Japon, et évidemment l'influence par la mainmise américaine à la fois sur l'économie du pays, mais aussi sa mentalité et sa redéfinition. Euh, les thèmes qu'on va retrouver dans son œuvre vont toujours se questionner sur la place de l'individu. Euh, Kurosawa, au départ, veut faire de l'art. Il entre aux Beaux-Arts et il va finalement se diriger vers le cinéma. Et il va être connu à partir des années 50 lors de la sortie de Rashomon qui va être présenté dans les festivals internationaux, qui va avoir un très grand succès. Et ensuite, l'un des plus grands succès de sa carrière, Les Sept Samouraïs, va vraiment le propulser comme étant un réalisateur de premier plan. Au moment où on est dans sa carrière, on est là au début des années 60. Il a derrière lui des très grands films. Il a adapté Shakespeare à plusieurs reprises, notamment dans des versions aussi complètement modernisées, mais aussi dans Le Château de l'Araignée, sa version de Macbeth. Et il a fait déjà un policier qu'on peut considérer comme un diptyque par rapport à Entre le ciel et l'enfer, qui s'appelle Les salauds dorment en paix, et qui aborde aussi vraiment cette question de l'entreprise et de la modification profonde de la société japonaise, toujours sous l'angle de la tragédie. Et entre Les salauds dorment en paix et ce film-là, il tourne deux films qu'on appelle des chambara, des films de sabre, Sanjuro et Yojimbo, donc le garde du corps, qui lui sera adapté par Sergio Leone, qui deviendra en 1964 pour une poignée de dollars, et qui contribuera encore plus au crédit de Kurosawa. Même si Sergio Leone pensait qu'on oublierait complètement que son film est un remake du film japonais. Euh, le film est une adaptation d'un roman américain qui se termine beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a pas mal de modifications, mais c'est adapté d'un auteur, Ed McBain. Le roman est publié en 59 et Ed McBain fait aussi l'actualité la même année, puisque c'est lui qui signe le scénario des Oiseaux d'Hitchcock, qui sort aussi en 1963. Il y a pas mal de réécriture qui est faite, et le film se fait avec Toshiro Mifune, qui donc joue le rôle de Gondo, et c'est la 15e collaboration entre Kurosawa et cet acteur. Ils ont vraiment fait une très grande partie de leur carrière ensemble. C'est l'avant-dernière cependant. Ils tourneront encore après Barberousse, qui est un très très beau film aussi, à dimension sociale. Mais ce sera leur dernière collaboration, et ils ne travailleront plus jamais ensemble pour des différends artistiques et une fâcherie qui ne se résoudra jamais. Le tournage est un tournage assez éprouvant, assez long. Kurosawa a les moyens, puisque c'est maintenant quelqu'un qui a un vrai prestige, et il devient de plus en plus perfectionniste. On sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement directif, qui est un vrai perfectionniste. Et toute la première partie se tourne donc, l'appartement est recréé en studio, avec à chaque fois des tournages en plan séquence qui sont toujours très très longs à mettre en place. Certains plans séquences durent jusqu'à 10 minutes, ce qui fait que tous les acteurs doivent avoir une place avec des marques au sol extrêmement précises. Et on le voit particulièrement durant la première heure, celle du huis clos, les personnages ont des postures qui sont très étudiées. Et en plus, on tourne avec des courtes focales, ce qui permet de faire le point sur le premier et l'arrière-plan, mais ce qui exige un éclairage massif, et il fait souvent jusqu'à 50 degrés sur le plateau, ce qui évidemment rend les conditions particulièrement difficiles.
Une autre difficulté du tournage est celle de la séquence du train. Le train, la location du train coûte excessivement cher et donc ils n'ont droit qu'à une seule prise et il va y avoir une très grande tension sur le plateau et là il va tourner avec 8 caméras simultanées sur les différents lieux pour pouvoir voilà, profiter le plus possible du temps dont il dispose dans ce lieu. Kurosawa va donc faire beaucoup d'aménagements. Hein. Il y a toute une maquette qui est construite pour faire le décor de la ville nocturne, avec entre 6000 et 7000 ampoules qui sont placées, un train miniature qui est construit pour avoir cette illusion du mouvement en contrebas. Il va aussi faire un barrage en bambou sur une rivière de la ville parce qu'il estime qu'elle charrie trop de déchets et que ça ne va pas dans l'économie de son plan. Donc il demande aussi à ce que lors de la remise de la rançon, on rase le toit d'une maison parce que ça ne lui permet pas de voir la personne avec le fils derrière. Donc voilà, il est très exigeant, c'est un tournage qui est long, qui est compliqué, mais qui fonctionne finalement très bien. Le film est très bien reçu. C'est un grand succès au Japon. Il a été fait aussi, en plus de l'adaptation du roman, parce que c'est souvent dit dans le film, la législation est assez laxiste avec les auteurs de kidnapping. Et un ami de Kurosawa en a été la victime. C'est quelque chose qui l'a sensibilisé et qu'il a voulu aborder dans le film. Et suite à la sortie du film, la loi change au Japon et les peines deviennent plus sévères. Alors, est-ce que c'est directement lié au film? Ça, c'est peut-être un petit peu aussi une part de légende, mais il n'empêche qu'il y a une évolution après par rapport à ça. Le film est un grand succès public aussi, et du point de vue de la critique, les cinéastes et critiques internationaux saluent le film. Scorsese estime que c'est l'un des meilleurs films de Kurosawa. Il a d'ailleurs été temps à un moment question qu'il en fasse un remake. Et des auteurs de la nouvelle vague comme Truffaut et Godard ont vraiment encensé le film aussi. Donc c'est un film qui est vraiment fondé sur des parties très, très singulières qui sont assez différentes. La première partie est celle du huis clos et donc je vous parlais en préambule du cinémascope. On a théoriquement le cinémascope, c'est donc un élargissement du format qui permet généralement de profiter par exemple des grands paysages et d'avoir un souffle épique dans l'image. Ici, il est utilisé de manière radicalement différente puisqu'il va créer un espace extrêmement horizontal à l'intérieur de cet appartement et qui enferme encore plus en fait les personnages puisqu'on ne voit jamais les plafonds par exemple et les personnages sont contraints d'être toujours présents à l'écran d'une manière presque artificielle et ça c'est parfaitement évidemment étudié. Et parce qu'on est vraiment dans une scène de théâtre. Tout le début est excessivement théâtral. Vous avez tous les ingrédients de la tragédie. Vous avez le dilemme évidemment posé au personnage. Vous avez les rideaux, cet accessoire qui accentue vraiment la théâtralité. Tout le principe des unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et cet étouffement qui va positionner les personnages qui, vous l'aurez peut-être remarqué, mais ne se font quasiment jamais face. La plupart du temps, ils se tournent le dos, ils ont tout le temps des postures qui sont évidemment contraintes par cette latéralité. Et Gondo, le personnage principal, ne regarde quasiment jamais les gens en face parce qu'il est entièrement tourné sur son projet, qui d'ailleurs était un projet secret, et il est prostré. Et même quand son chauffeur se prosterne devant lui, il lui tourne encore le dos. Et il n'arrive pas à faire face à la situation et à accepter finalement ce sacrifice-là. Et la deuxième grande séquence, qui là, on passe de la théâtralité du lieu clos à vraiment une scène d'action, elle est davantage hitchcockienne, on est dans un mouvement, mais en réalité, on reste dans cette atmosphère extrêmement pesante et étouffante, puisqu'ils sont enfermés dans ce train, et on a tout un jeu assez paradoxal, puisque c'est la sortie de Gondo qui va aller officialiser sa ruine, mais dans un espace qui est entièrement dessiné par, si vous voulez, le criminel qui est ici un petit peu le dramaturge. Il a tout décidé jusqu'à l'épaisseur des mallettes pour pouvoir passer par cette petite fenêtre. Tout l'espace est dessiné, toute la géographie, les lieux où sont les complices et
Gondo est une sorte de marionnette qui est contraint de jouer la pièce et la tragédie qui a été jouée, qui lui est imposée. Et à cette deuxième phase va succéder la troisième, qui là va être vraiment radicalement différente. Le personnage d'ailleurs est quasiment oublié pendant la dernière partie du film. Et vous avez à ce moment-là l'enquête qui là va redessiner et va rebattre complètement les cartes. Puisque c'est vraiment intéressant, la méticulosité qui est très connue de Kurosawa, elle est sans cesse mise en abîme dans cette dernière partie du film, où on voit la manière extrêmement pointilleuse dont la police va réussir à mettre en place toute une enquête qui, à bien des écarts, peut ressembler à un tournage. Vous avez absolument tous les éléments, on fait des dessins, on fait des storyboards, on va quadriller l'espace, on va interroger l'espace en allant l'investir, on descend dans cette ville et on organise des filatures, on travaille le son aussi, on travaille la photographie. Là, on peut penser à 2 films qui sortiront les années suivantes, qui sont le Blow Up d'Antonioni, où on étudie cette photo dans le moindre détail pour aller trouver quelque chose qui nous aurait échappé de prime abord. On étudie le son, là c'est le Blowout de Brian De Palma, qui est une reprise très claire d'Antonioni. Et cette étude vraiment montre qu'évidemment, celui qui est attentif, celui qui redécoupe, celui qui met à plat et qui analyse est capable d'avoir un nouveau regard sur cet espace anonyme dans lequel s'est perdu ce criminel. Et ça va encore plus loin, puisque finalement, que fait la police ? La police, elle va elle-même écrire une scène et en délivrant de fausses informations, en mettant la presse dans la confidence, eh bien, ils réécrivent un scénario dans lequel celui qui avait la figure de dramaturge devient un personnage. Et lorsqu'il commence à jouer un rôle, c'est là qu'il va être piégé, parce qu'il va aller dans un espace qu'il ne maîtrise pas, et qui a été redessiné, réécrit pour qu'il y joue un rôle. Donc à cette dimension d'écriture s'ajoute évidemment la dimension visuelle. Au matin de cette nuit de dilemme, Gondo ouvre les rideaux, comme il l'a fait souvent, et il voit la ville en contrebas. Et il prend conscience finalement qu'il est observé. Il y a cette idée où il se rend compte qu'il est observé, il va devoir essayer de mentir sur l'image en cachant les policiers qui se mettent au sol pour faire croire que la maison est vide. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en ouvrant, il va prendre conscience finalement de la place qu'il occupe dans la ville. Et lorsque les policiers font leur enquête, ils le disent de manière très explicite, ils disent qu'effectivement sa place est obscène parce qu'elle est ostentatoire. Et là, on a vraiment ce dessin de la ville qui organise d'une façon minérale et architecturale la hiérarchie sociale, d'une manière on ne peut plus claire, ceux qui sont en bas, qui crèvent de froid ou de chaud, et sont dans cette espèce d'enfer, et celui qui en haut les domine, et ne cesse silencieusement, et même sans s'en rendre compte, de montrer à quel point il les domine, et qui, de ce fait même, va être la cible idéale, celui qui aura beaucoup d'argent pour pouvoir payer la rançon. Et donc cet espace-là, la dernière partie du film, c'est une descente où les policiers vont aller investir tous ces lieux et vont questionner ce grand mystère, où est cette aiguille dans une botte de foin et comment la retrouver. Et donc visuellement, on organise tous ces éléments-là. D'abord, on essaye de se soustraire à la vue quand le criminel a toutes les cartes en main. Et ensuite, eh bien, la caméra posée sur le train, la photographie, l'analyse du son, permet de renverser la situation. Et la touche finale, évidemment, de cette enquête, c'est aussi le peintre Kurosawa qui met cette touche de couleur, ce moment très poétique de la fumée rose, qui a été d'ailleurs techniquement assez difficile à réaliser à l'époque, et qui permet évidemment d'être l'ébauche visuelle finale qui est une piste très concrète pour mettre la main sur le meurtrier, enfin sur le kidnappeur. Et donc tous ces éléments-là montrent à quel point Kurosawa met toujours sa forme au service de son histoire et la réflexion que ça peut occasionner. Il voulait d'ailleurs au départ tourner
en caméra cachée dans les bas-fonds réels de la ville pour aller en prendre la température. Et ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop risqué et qu'ils n'y arriveraient jamais. Donc toutes les scènes de ces milieux urbains et glauques, etc., ont été entièrement reconstituées en studio. Et donc, on en arrive évidemment à ce regard social. Et si on resserre sur les deux personnages, on se rend compte que cette histoire-là, elle est aussi l'occasion pour Kurosawa d'interroger une nouvelle fois ce que peut être l'héroïsme. Et le polar va glisser là vers la question de l'humanisme. Et le film Les salauds dorment en paix procède exactement de la même manière. C'est-à-dire que Gondo, on s'en rend compte, et à rebours, on comprend mieux la longueur des séquences du départ. Gondo est un personnage qui, certes, représente le capitaliste, et vous avez deux influences américaines. Vous avez à la fois le capitalisme triomphant et la manière dont justement se met en place tout le système des actionnaires dans l'entreprise, et vous avez aussi la ville grouillante, le rock'n'roll, la drogue, l'alcool, etc., qui est là aussi évidemment redéfinit complètement la société japonaise dans ces deux sphères, entre le ciel et l'enfer. Et en même temps, on se rend compte que ce personnage, justement, est déjà un ancien. Par sa volonté justement d'avoir une certaine éthique, toute cette dissertation sur la chaussure montre que c'est quelqu'un qui a encore des valeurs, qui a encore une idée. Certes, il est sur le point de devenir l'actionnaire principal, mais on se rend compte qu'en réalité, c'est pour pouvoir continuer à faire quelque chose comme avant, avec une idée de durabilité, avec une idée d'une certaine valeur. Et c'est c'est cette identité-là, proposée dès le départ, qui va faire de lui un personnage qui va réussir à devenir quelqu'un ayant réellement des valeurs, en acceptant de payer cette rançon, même si, si on regarde strictement au niveau du récit, il y a des tas d'éléments qui montrent que payer la rançon, c'est pas forcément un geste totalement humaniste de sa part. Il se rend bien compte que de toute façon, il est coincé, puisque s'il ne la paye pas et qu'il fait ses affaires, il sera lynché par effectivement l'opinion publique et même ses coactionnaires. Mais en fait, la pression, avant même le rapt, elle est déjà là. C'est la pression justement de ces manigances d'ordre financier et dans lesquelles on est toujours coincé à un moment. Et la société justement de consommation continue sans lui. On le trahit tout de suite et l'entreprise ne s'embarrasse absolument pas de morale et d'empathie. Raison pour laquelle la police est si bien traitée dans le film. La police a adoré le film d'ailleurs, ils ont trouvé que c'était extraordinairement rigoureux et ça montrait parfaitement, de façon très documentée, leur travail, on peut les comprendre. Mais pourquoi la police est aussi positive? Parce que justement, on veut mettre en place, justement, on dit toujours qu'il s'agit de récompenser son geste. Et donc l'idée d'une certaine solidarité, là on voit l'optimisme un petit peu de Kurosawa. Cette idée que la presse va faire campagne contre la compagnie et en même temps va se mettre en complicité avec la police pour l'aider. Il y a vraiment une sorte d'élan comme ça collectif pour résoudre cette affaire. Et donc Gondo est quelqu'un qui parvient à acquérir une véritable humanité. Et face à lui, on a ce personnage opaque, avec ses lunettes en miroir qui justement le rendent totalement inaccessible, et qui dans ce dernier face-à-face, Kurosawa a monté lui-même le film, il a énormément coupé, on a quand même un film assez long, mais en fait il y a eu beaucoup de coupes, et à la fin, il devait y avoir encore un épilogue assez important, avec de nombreux dialogues, et il a tout coupé sur ce rideau final, ce qui est assez fort et qui est une très belle idée, parce que on a l'opacité du discours de cet homme qui justement est dans une haine et dans une destruction totale, et une inversion des pôles. Puisque Gondo, en tant que capitaliste, était censé être celui du côté de la destruction et de l'inhumanité, c'est comme ça qu'on pouvait le comprendre au départ, tandis que de l'autre côté, on a un étudiant en médecine qui, lui, est censé être justement dans l'humanité et dans l'empathie. Et les pôles s'inversent. En même temps, on explique bien les raisons sociales qui amènent cet homme à vouloir absolument en détruire un autre. Et de ce point de vue-là, on a un constat qui est extrêmement ambivalent. Ce rideau qui tombe, c'est quelque chose qui montre bien la fracture entre ces classes. Et en même temps, on a ces visages, vous l'avez sans doute remarqué, qui fusionnent dans la vitre.
et qui font qu'il y a peu de différence entre eux et que, alors certains ont pu dire que ça montrait que l'un et l'autre étaient finalement très identiques. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est une évolution par rapport au début. Gondo est quelqu'un qui, en fait, dans cette séquence, se regarde enfin en face, alors qu'il tournait tout le temps le dos auparavant. Et là, il se voit, et il voit effectivement la personne. Il voit la personne d'ailleurs qu'il aurait pu éventuellement devenir. Et l'épaisseur de la vide qui les sépare, c'est celle de ce choix que lui a réussi à faire. Donc le constat est pessimiste sur ce cri de détresse de l'homme condamné à mort et qui reste dans sa haine, qui essaye de faire bonne figure mais qui ne convainc évidemment personne. Et en même temps, on aboutit à cette définition de l'héroïsme que Kurosawa a disséminée dans un certain nombre de ses films, à savoir que c'est sans or ni gloire, et cette citation elle sort des 7 samouraïs. Les 7 samouraïs c'est la même chose, les samouraïs se mettent au service des paysans au lieu d'être au service des seigneurs, et ils vont faire un combat sans or ni gloire, et c'est là qu'ils vont acquérir un véritable héroïsme. Et c'est exactement ce que fait Gondo, c'est-à-dire qu'en ayant tout perdu, eh bien, il a pu se réconcilier avec lui-même et dans le dénûment, finalement faire tout de même ce qu'il veut, même si évidemment ce ne sera pas la fortune à laquelle il pouvait aspirer. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse mercredi prochain à 14h30 dans le cadre du festival Télérama pour les enfants. Il y aura une projection de Cadet d'eau douce de Buster Keaton, qui est un chef-d'œuvre de cinéma muet et de comédie. Et donc vous êtes les bienvenus. Merci.